Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, le printemps des artistes de la Tunisie à la Syrie en passant par l'Égypte. Il reste plus que jamais partie prenante à leur manière dans les événements en cours en Méditerranée. Alors quel rôle jouent ces artistes? Comment cultivent-ils leur capacité à anticiper l'avenir, le futur? Ont-ils forcément vocation à prendre position dans les conflits et dans les transitions en cours? Trois invités ce soir dans MOE. Tony Hage, bonsoir à vous. Vous êtes photographe, vous êtes commissaire de l'exposition sur la jeune photographie libanaise. C'est dans le cadre du festival Photomède 2013. C'est à Sanary-sur-Mer, près de Toulon, dans le sud de la France. Et c'est jusqu'au 16 juin. Jean-Pierre Filiu, professeur des universités à Sciences Po Paris. Bienvenue à vous. Vous êtes co-auteur avec Cyril Pomès d'une bande dessinée. Elle s'appelle Le Printemps des Arabes. C'est aux éditions Futuropolis. Et puis avec nous également en direct de Beyrouth, au Liban, ce soir, Lara Zancoul. Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe, vous faites partie de la sélection de ce festival Photomède 2013, dont le Liban, précisons-le, est le pays invité d'honneur. Alors on va longuement parler de votre travail artistique, qui est assez atypique, on le verra, Lara, mais peut-être un mot d'abord sur l'atmosphère à Beyrouth, au Liban, où vous vivez. On sait qu'il y a la guerre à côté, en Syrie, pays voisin. Comment est-ce que vous vivez cette situation, vous, en tant que jeune artiste, aujourd'hui ? Au début, je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Eh bien, au Liban, maintenant, on ressent une certaine tension, une inquiétude qui est toujours existante. Et il y a toujours des questions sur la sécurité dans le pays. Donc, c'est un peu inquiétant maintenant. Alors restez avec nous, Lara Zancoul. On vous retrouve dans un instant donc, pour aborder vos travaux photos. Tony Hage, vous avez un pied de chaque côté de la Méditerranée. On imagine que vous suivez ce qui se passe au Liban avec beaucoup d'attention. Oui, on est comme dit Lara, on est dans une situation un peu inquiétante à cause de tout ce qui se passe dans la région, surtout en Syrie. Mais il faut rester optimiste. Vous savez, nous, au Liban, on a eu notre guerre. On a eu la guerre. Donc, je ne pense pas qu'on aura une seconde. Je ne crois pas que les gens aimeraient avoir une seconde guerre au Liban. Alors, je vous posais la question parce qu'il y a eu des heurts tout à l'heure dans la journée entre des partisans et des adversaires du mouvement chiite libanais Hezbollah. Cela s'est passé près de l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Il y a au moins un mort. Jean-Pierre Filiu, dans votre BD, on peut lire ceci. Le peuple syrien vaut tellement mieux que d'être réduit à des sunnites et des alaouites, deux confessions que compte le pays. Les mots sont de l'actrice syrienne Fadwa Suleiman. Elle était venue sur ce plateau de Maghreb Orient Express il y a quelques mois. Il y a pourtant quand même clairement aujourd'hui une dimension confessionnelle dans ce qui se passe en Syrie, non ? Mais c'est là où l'historien peut justement donner le regard de la perspective. Cette dimension, elle est avant tout, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui elle n'est que le fait de la dictature qui a tout fait pour que le mouvement révolutionnaire soit réduit à un affrontement confessionnel et communautaire dont il pense qu'il va coaliser ses partisans autour de lui et qu'il va effrayer les puissances extérieures. C'est atroce de considérer que sur ce point, Bachar el-Assad a gagné. Des pays arabes en guerre, une instabilité, Tony Hage, vous redoutez un scénario à l'irakienne, par exemple, concernant la Syrie ? Je crois que c'est un scénario qui a dépassé l'irakienne en Syrie. C'est terrible. C'est-à-dire que là, en Syrie, on ne voit pas comment ça va s'arrêter. Et puis surtout, c'est une guerre très différente des autres. Je ne pense pas qu'il y a eu ce degré de sauvagerie dans ce qui se passe. Et c'est terrible, c'est terrible. Je ne sais pas. C'est une guerre à part, à mon avis, et il n'y a pas de solution politique en vue. Jean-Pierre Filiu, le printemps des Arabes, c'est le titre de votre BD. Les mots sont importants. Vous savez que c'est une expression qui est parfois décriée, souvent contestée. On dit qu'il n'y a pas que le printemps des Arabes, il y a les Berbères, il y a les Kurdes. Voilà, on dit aussi parfois, on a entendu des éditorialistes en France dire très vite le printemps islamiste, etc. Vous, finalement, vous persistez et vous signez et vous transformez finalement l'expression le printemps des Arabes. Pourquoi ce choix ? D'abord, je suis ravi de présenter ce roman graphique dans l'émission des Révolutions. Je crois que c'est un processus révolutionnaire, mais effectivement, comme révolution, ça finit par faire peur. On est revenu à l'idée du printemps, qui est plus accueillante, les petits oiseaux, mais on l'a mis au pluriel. Pour chaque arabe, pour chaque pays arabe, pour
pour chaque femme et pour chaque homme arabe, il y aura son printemps. Et c'est justement ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est cette libération individuelle et collective qui est tragique, parce qu'en face, on a des régimes, on a des dictatures, on a des despotes qui ne veulent rien lâcher. Alors Lara Zancoul, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes à Beyrouth. Alors vos créations restituent un univers finalement symbolique. Le titre est d'ailleurs très évocateur. Ça s'appelle Conceptual. Alors on pourrait s'attendre à ce que une jeune photographe libanaise fasse des photos sur des destructions, des reconstructions de ce qu'a connu votre pays ces dernières décennies. Vous explorez le rêve. Que recherchez-vous au juste? Un Liban idéal? Oui, alors moi, comme vous voyez, mes photos s'éloignent de tout ce qui est politique ou bien tout ce qui a rapport à la destruction parce que je vis dans un certain déni politique. Ma photographie consiste en des mises en scène surréelles. Donc je m'éloigne de tout ce qui est réel, de la réalité de mon pays peut-être. Donc ce que je recherche, un autre monde qui est un peu absurde. Et en tant que photographe, cela peut sembler un peu paradoxal car le but primaire de l'appareil photo est de documenter la réalité. Et ce que je fais en fait, c'est que je crée des scènes qui s'éloignent vraiment de la réalité, qui sont détachées de cette réalité et qui peuvent sembler plutôt absurdes. Alors c'est un peu, si je peux me permettre, Lara au pays des merveilles. Comment est accueilli votre travail au Liban justement? Est-ce que on vous dit parfois oui mais ce que tu fais c'est quand même déconnecté ou au contraire est-ce qu'on vous dit bah finalement tant mieux quoi? Non, au contraire, mon travail est très bien accueilli. En fait, pour moi, j'ai comme un motto, c'est que chacun commence à changer les choses au niveau personnel. Et pour moi, je commence par créer des photos qui sont plutôt positives, optimistes. Et pour moi, c'est une façon de faire un petit changement et de donner une image un peu différente du Liban. Donc ce que je recherche surtout dans mes photos, c'est de représenter et de capturer la beauté de ce que je vois devant moi. Et parfois, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si mes photos ont été vraiment prises au Liban. Et je réponds toujours par oui, il faut ouvrir nos yeux et voir la beauté de notre pays et la montrer. Alors en tous les cas, vous avez séduit Tony Hage qui sourit à l'instant. Tony Hage, vous êtes donc le commissaire de l'Expo Photomed 2013. Vous avez choisi parmi votre sélection Lara Zancoul. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit chez elle? Et c'est ce côté rêveur, c'est sa personnalité. Et ce qu'elle vient d'expliquer est tout à fait l'approche que j'ai eue de son travail, qui était, comme vous dites, Lara au pays des merveilles. J'étais très, très séduit par ce rêve qu'elle procure dans ses photos par rapport aux autres travaux, mon travail des autres photographes. Je trouvais qu'il y avait une fraîcheur et, comme elle dit, un optimisme de mise, hein, comme on dit. Oui. Alors, vous l'avez choisi au même titre, on va les citer que Caroline Tabet, Émile Issa, Tania Traboulsi, Mazen Janoun, Radis Mat ou encore Johanna Andraos. Alors, vous avez débuté la photo à 16 ans, vous êtes arrivé à Paris à 17 ans. Vos clichés ont été publiés dans la presse internationale, notamment via l'agence Gamma. Vous êtes intéressé au cinéma égyptien, aux acteurs du cinéma égyptien, à la reine de Jordanie, la reine Nour également. Vous êtes aussi intéressé à la communauté libanaise qui vit en France et vous êtes cofondateur de l'agence Toro Moro. J'aimerais qu'on s'arrête sur l'un de vos clichés qui est célèbre. Il s'agit du grand réalisateur égyptien qui nous a quittés il y a quelques années, Youssef Chahine. Un portrait saisissant. Racontez-nous l'histoire de ce portrait. C'est un portrait de 1983. J'avais 22 ans à l'époque. Il ne faut pas le dire, ça, Tony. C'est facile à trouver. C'est une photo prise à Cannes lors d'une interview. Moi, j'avais suivi par la suite Youssef Chahine sur d'autres plateaux, etc. Mais cette photo-là, c'est l'approche, c'est-à-dire, il y a une telle émotion qui se dégage quand vous êtes en face de Youssef Chahine. Il est tellement passionné, je dirais même agité par sa passion, que vous ne pouvez... J'ai essayé de capter cet instant où on peut montrer cette passion. Cette énergie, oui. Cette énergie, cette passion. Il a une passion dévorante. Sans tomber dans la caricature, vous disiez justement. C'est toute la force de cette photo. Il fait tellement de gestes, il se gratte, il est tellement expressif dans ses gestes que il faut éviter la caricature parce que l'image
qu'il faut montrer de Youssef Chahine, c'est sa vraie image d'un homme très passionné. Alors Jean-Pierre Filiu, c'est pas la première fois que vous relatez des faits de la Méditerranée dans une bande dessinée. La BD pour vous, ce n'est pas nouveau, donc on en a déjà parlé ici dans MO aussi à d'autres reprises, avec Sidi Bouzid Kids, d'Éric Borg et Alex Talamba. À votre avis, que peut apporter la BD, en tout cas une BD documentaire comme la vôtre? L'idée, c'est de rendre visibles les acteurs de la Révolution qui sont soit trop vite oubliés, soit totalement hors champ, pour reprendre l'expression photographique de l'actualité. De redonner les paroles aux sans-voix, qui sont, à mon avis, les principaux acteurs de cet immense mouvement populaire. C'est pour ça que je suis plus optimiste sur la Syrie que vous, malgré l'épouvante qui est infligée à ce pays par Bachar el-Assad. Ce qu'on voit, c'est un mouvement qui, malgré toutes les ingérences étrangères, est fondamentalement syrien. Et les Syriennes et les Syriens, eh bien, elles n'ont plus d'autre choix que d'aller jusqu'au bout maintenant. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec toute l'horreur que l'on sait. Alors vous parlez également d'un événement qui est passé assez inaperçu finalement, c'est ce manifeste de la jeunesse de Gaza. Nous sommes en décembre 2010. De quoi s'agit-il? En fait, moi je suis non pas un artiste comme Tony Hage ou Lara, mais quelqu'un qui suit de très près les milieux artistiques et notamment pour ce qui me concerne le hip-hop. Et j'ai beaucoup appris et je pense que c'est pour ça que j'ai raté un peu moins de choses que d'autres au contact des rappeurs et en lisant et en écoutant leurs textes. Et donc c'était des amis de Gaza et j'ai contribué à traduire leurs textes en français, à le diffuser dans Libération. Effectivement, c'était un texte tout à fait prémonitoire, vu qu'au même moment, on avait Sidi Bouzid. Et en fait, il s'opposait aussi bien au Fatah, au Hamas. Il voulait vivre une vie normale, une vie libre et en paix, ce qui, au fond, est l'aspiration de la plupart des jeunes arabes. Cette phrase, l'accès Internet est encore plus crucial dans Gaza, sous blocus israélien, que dans le reste du monde arabe. Vous avez des nouvelles, d'ailleurs, de ces artistes gazaouis? Je sais que vous allez bientôt là, dans la région. Je vais les retrouver, Inch'Allah, dans une semaine, si je peux rentrer à Gaza, où je vais présenter à la fois le Printemps des Arabes et une histoire de Gaza que j'ai rédigée à partir de travaux sur place. Lara Zancoul, je me tourne vers vous à Beyrouth, en direct, toujours dans MOE ce soir. Pour vous, quel doit être le rôle d'un artiste ou d'un jeune artiste en Méditerranée par rapport à l'actualité que l'on sait? Est-ce que vous pensez qu'un artiste doit prendre position, en tous les cas, par ses travaux, doit finalement influer sur le cours des événements? Non, pas nécessairement. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais c'est très intéressant de voir ce que la jeunesse, les jeunes artistes produisent dans des pays où l'actualité est un peu, je veux dire, triste ou bien qui n'est pas très stable, oui, agitée. Donc, il y a beaucoup. L'art, en fait, reflète l'histoire d'un pays. Donc, c'est très intéressant de voir les productions par rapport à l'actualité, mais ce n'est pas nécessaire. Pour moi, l'art peut être une expression personnelle, donc qui peut être détachée de l'actualité d'un pays. Mais après, c'est intéressant de voir tous les artistes et ce qu'ils produisent et donner un sens et une relation à l'actualité. Comment se porte la photo dans le pays, au Liban, Lara Zancoul? La photo, j'observe plus d'activités, d'initiatives par rapport à la photo. Il y a beaucoup de workshops, il y a beaucoup d'écoles, de cours de photo qui sont en train d'être mises en place. Et je pense que c'est des initiatives plutôt privées que publiques. Donc il y a beaucoup de production, mais pas vraiment d'opportunités après et de débouchés Tony Hage, dans le domaine de la photo. Est-ce que vous direz qu'il y a une touche libanaise en Méditerranée? On sait par exemple qu'en Algérie, c'est le dessin, la caricature de presse qui est finalement un style très prisé. Est-ce qu'il y a, au même titre, une photo libanaise qui est en pleine ascension? Il y a de la photographie libanaise et il y a une histoire de la photographie au Liban. Le seul problème, c'est que c'est un peu occulté. Ça rentre dans le domaine de l'amateurisme, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas la structure qui fait que
les photos de l'époque, etc., sortent, se montrent. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, ça se voit de plus en plus avec des galeries qui voient le jour, avec des éditeurs, bientôt, j'espère, avec des collectionneurs qui vont acheter ces photos-là. Et j'ajoute ce que Lara disait, c'est que toutes les universités libanaises enseignent la photographie, toutes, sans exception, enseignent dans le domaine de l'audiovisuel, la photographie, et ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Il y a toujours la discipline photo dans le cadre des études audiovisuelles. Oui. Toutes. J'ai fait une recherche, toutes les universités, c'est déjà très très bien. Là, il nous manque une structure où l'État aura quelque chose avancé pour que ça ne reste pas dans le domaine privé. Ce ne serait pas bon que ça reste dans le domaine privé. Alors Jean-Pierre Filiu, le lien est tout trouvé avec votre BD, puisque finalement la photo est très présente, j'ai envie de dire, dans cet ouvrage. Il y a des clichés saisissants que beaucoup qui suivent ce qu'on appelle les printemps arabes connaissent, notamment l'arrestation de ce jeune syndicaliste autonome algérien. Pourquoi avoir choisi comme ça de saisir des instants forts dans cette BD ? Cyril Pomès, qui est le très talentueux dessinateur, qui a 20 ans de moins que moi, j'ai le même âge que Tony, donc chacun fera les déductions qu'il voudra, a à chaque fois transcendé ces images qui sont trop connues, peut-être trop familières, et par son dessin, l'aquarelle, le choix des couleurs, je pense qu'il les a vraiment transformées pour leur redonner rendre, plus de poids, voilà. peut-être. Et justement, cette idée de réalité, de donner à voir au-delà d'une certaine dramatisation de presse, ce qui est tout simplement la tragédie et le courage de ces gens qui se battent. Alors j'aimerais qu'on reste sur cette planche, on va peut-être la revoir à l'antenne, la montrer à nos téléspectateurs. Il y a notamment cette phrase, on l'aura bien compris, il s'agit de l'Algérie, il y a aussi le président Abdelaziz Bouteflika qui apparaît, et on peut lire, c'est surtout le traumatisme de la décennie noire qui inhibe la contestation en Algérie. Question pour vous, Jean-Pierre Filiu, on imagine que vous suivez ça de près. Abdelaziz Bouteflika est toujours hospitalisé à Paris. Beaucoup de blackout du côté des autorités algériennes sur son réel état de santé, même s'il a l'air dans un état grave. Est-ce que l'hospitalisation d'Abdelaziz Bouteflika et son éventuel départ du pouvoir, on sait qu'il y a une présidentielle en 2014, est-ce que ça peut changer la donne justement sur le cours des choses ? Là encore, on est face à des intrigues au sommet. Il ne s'agit pas d'en minorer l'importance, mais ça n'a rien à voir avec des mouvements de type tunisien, égyptien, syrien ou libyen qui partaient des profondeurs de la société. Je suis très confiant pour l'Algérie, mais l'Algérie est effectivement encore traumatisée par cette décennie noire. 100 à 200 000 morts, l'imprécision elle-même est abominable. Ça veut dire que tout foyer et sans doute tout individu a été touché au plus profond de lui-même. Ça inhibe effectivement pendant un certain temps les volontés mais de le principal changement. problème, selon vous, de la société algérienne, quel est-il aujourd'hui ? Est-ce que c'est la mauvaise répartition des richesses de l'or noir, du pétrole ? C'est clair, on voit bien aujourd'hui qu'on a une économie de rente et non une économie de production, qu'on a donc un système de redistribution par les clientèles qui n'est pas un système de promotion des talents. Si j'ose dire, le parfait contre-exemple, c'est le Liban, où on n'a ni rente ni État et on a des talents partout. Alors, je vais me tourner vers Lara Zankoul, à Beyrouth, au Liban. Un mot quand même peut-être sur vos créations elles-mêmes, concrètement. Il y a notamment cette tasse qui est assez saisissante. D'ailleurs, c'est vous qui êtes en scène à l'intérieur. Pas de photomontage ? Non, pas de photomontage. C'est une tasse en polystyrène que j'ai construite et peinte. J'ai voulu éviter les photomontages et rester dans la photo. Et alors la suite de votre... oui. Si... Allez-y. Non, je voulais expliquer pourquoi la tasse de café. Parce que c'est une coutume que j'ai empruntée du Liban, la culture libanaise est vraiment amoureuse du café. Donc j'ai voulu appuyer ma série sur cet élément. Alors, quelle est la suite du programme, si je puis dire, Lara Zankoul ? Vous envisagez de travailler toujours dans un univers plutôt imaginaire ? Oui,
C'est ma démarche photographique. Je m'éloigne toujours de la réalité et je crée des mises en scène imaginaires, des mises en scène absurdes, mais ce qui peut nous sembler absurde dans un premier temps, pourrait être encore plus proche que l'on peut imaginer de notre état psychologique réel. Lara Zancoul, merci. Ça m'intéresse vraiment de... Merci beaucoup Lara Zancoul, c'était bien réel ce soir d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth. Merci d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On parlait de l'Algérie il y a quelques instants, Jean-Pierre Filiu, beaucoup d'incertitudes donc, beaucoup d'inquiétudes, mais les Algériens, finalement je pourrais dire, savent désormais faire face avec les inquiétudes et avec les incertitudes. On va partir justement à Alger où s'est tenu hier soir un défilé de mode. Le thème c'était la lumière. Notre équipe était sur place, un reportage signé Pascal Achard et Rémi Foucault. C'est tout de suite. Ultime préparatif entre stress et excitation. Il a fallu un an pour concrétiser ce joli projet, un projet porté par la France et par l'Algérie, une association mais aussi une femme en sont à l'origine. D'abord, on était parti sur l'idée de faire se rencontrer les créateurs des deux rives pour faire en sorte que, pour montrer, j'allais dire, à la fois la capacité créatrice des Algériens, des Algériennes, des Français et des Françaises, des stylistes français et françaises, et surtout de les mettre en relation. 10 stylistes, 10 univers sur le podium. Rim Menaifi réinvente le costume traditionnel algérien. Princesse Zazou, elle, montre pour la première fois à son pays ses audacieux mélanges de matière et de style. Je me suis inspirée de la jeune femme que je suis, c'est-à-dire algérienne, mais aussi avec des inspirations pas que orientales, mais carrément africaines et occidentales. Et je me suis dit que ça serait bien de créer une mode que l'on puisse porter en ville. À Alger, par exemple, que certains créateurs considèrent comme un immense terrain à conquérir. Ce défilé était aussi un concours. Le lauréat est un étudiant de l'école des Beaux-Arts d'Alger, un autodidacte qui voit grand. Ça va m'ouvrir d'autres portes et bien sûr je pourrais bien évidemment penser et aller vers d'autres inspirations dehors de l'Algérie. Un tremplin, un pont entre deux rives vers de nouveaux horizons, avec encore et toujours une ode à la féminité. Un reportage signé Pascal Achard et Rémi Lescaut. Rémi Lescaut, Lumière et Liberté, c'était donc le thème de ce défilé de mode organisé avec l'Institut français. Jean-Pierre Filiu, bientôt la mode, non? Puisque la BD, il y a aussi, on ne l'a pas dit encore dans cette émission, mais la chanson. Vous avez écrit les paroles de La Dame de Damas, interprétée par Catherine Vincent. Je suis né sous le Père, j'ai grandi sous le Fils, j'ai dû chanter leur gloire, j'ai enduré leur vie. Jamais de jamais, je n'aurais cru voir leur fin. Sur la Syrie, donc, bien entendu. Vous l'aviez déjà fait pour Gaza avec le groupe français, le groupe toulousain Zebda. C'est quand même assez atypique pour un professeur, non? Ça suscite pas des critiques, des jalousies, non? Surtout, ça suscite des rencontres extraordinaires. Catherine Vincent, bon, c'est un duo marseillais, nous ne nous connaissions pas avant, et ça crée des liens qui vont devenir, j'en n'en doute pas, très forts. C'est une passion partagée pour la Syrie. Zebda, c'était différent. Nous nous connaissons depuis 15 ans. Nous nous sommes rencontrés à Alep, ville martyre s'il en est aujourd'hui, où j'avais organisé un de leurs concerts en Syrie. Et effectivement, c'est pour moi une chance extraordinaire de pouvoir entendre mes mots mis en musique, mis en mélodie, repris par d'autres, et qu'on se les rapproprie ainsi. Toniage, vous partez au Liban dans quelques jours? Ici, une semaine. Le programme? Vous avez rencontré des photographes? Oui, rencontrer des photographes, et on pense emmener le photomètre au Liban pour la première fois, qui serait une très très bonne chose pour la scène libanaise. Enfin, c'est en projet, donc on descend pour essayer de concrétiser ce projet qui serait magnifique pour la photographie libanaise. Eh bien, on suivra tout ça avec vous. Merci beaucoup, Tony H. Merci, Jean-Pierre Filiu, d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Une dernière information avant de nous quitter. Ce sera demain soir à l'Olympia à Paris pour la Tunisie qu'on aime, un événement placé sous le signe de l'humour avec de nombreux artistes tunisiens et franco-tunisiens. Voilà qui est dit. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro de MOE.
Maghreb Orient Express. On attend d'ici là vos réactions sur les réseaux sociaux de Maghreb Orient Express. À très vite sur TV5 Monde.